Michel Bernard, un grand merci de nous vous recevoir chez vous finalement pour ces entretiens de stratégie française. C'est une formule qui est née de cette période particulière qu'est la crise du Covid. Elle nous permet de poursuivre les échanges que nous menons avec les auteurs ou les penseurs de notre temps. Alors Michel Bernard, avec vous, finalement, c'est un personnage assez paradoxal que nous accueillons. D'un côté, il y a l'énarque, à la longue carrière, plus de 20 ans dans le corps préfectoral. Vous avez une maîtrise des rouages de l'État. Si on pouvait caricaturer, c'est la phase techno de Michel Bernard, à laquelle on peut parfois reprocher le caractère désincarné, loin des territoires, technocratique. Mais de l'autre côté, il y a l'écrivain, soucieux du vrai, amoureux des terres lourdes du Barrois. Vous êtes né à Bar-le-Duc, dans la Meuse, et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la Meuse sentimentale, Genevois, les visages de Verdun. Et vous êtes intéressé récemment à Jeanne d'Arc, cette paysanne de Domrémy, de la rive droite de la Meuse. Alors finalement, Michel Bernard, dans ce Janus, les deux faces d'une même vérité, quelle est la face qui prédomine le plus chez vous? La deuxième. Ma passion, c'est la littérature. La littérature au sens très large. Je considère que l'histoire, lorsqu'elle est bien faite et qu'elle est bien racontée, c'est de la littérature. C'est pour moi très important. Le technocrate, disons les choses comme cela, c'était mon métier. Mais j'étais un technocrate. Vous parlez d'une connaissance parfaite des rouages de l'État. Pas vraiment. J'étais sous-préfet. C'est-à-dire que j'étais un des rouages de l'État. Et donc, ce que j'ai vu bien fonctionner, c'est ce mécanisme assez délicat qui lie la machine de l'État à la France sensible, à ce qu'on appelle aujourd'hui ces territoires. J'étais un de ces éléments. Voilà. Et finalement, les deux, du coup, se rejoignaient. Quand je démarrais après l'ENA, je ne suis pas entré tout de suite dans le corps préfectoral. J'ai eu une expérience dans le ministère, et c'est lorsque je suis fait mobilité que je suis devenu sous-préfet. Parce que j'ai éprouvé ce besoin de revenir en prise, comme on dit, sur le terrain, c'est-à-dire de vivre dans un pays. Paris n'est pas un pays, c'est une multiplicité de pays. Le Barrois ou d'autres territoires dans lesquels j'ai servi, les Ardennes, le Perche, ce sont des pays. Alors, Michel Bernard, on parle des deux faces d'un personnage. Finalement, ces deux faces, c'est un petit peu ce que vous avez exploré avec ces deux livres écrits successivement en 2018 et puis publiés au tout début de l'année, en 2020, sur Jeanne d'Arc. Donc, le bon cœur d'une part et puis le bon sens d'autre part. J'aimerais lire juste le petit texte de Jules Michelet que vous mettez en introduction du bon cœur. Ce qui fait de Jeanne d'Arc une figure éminemment originale, ce qui la sépare de la foule des enthousiastes qui, dans les âges d'ignorance, entraînent les masses populaires, c'est que ceux-ci, pour la plupart, durent leur puissance à une force contagieuse de vertige. Elle, au contraire, eut une action par la vive lumière qu'elle jeta sur une situation obscure par une force singulière de bon sens et de bon cœur. Michel Bernard, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette vive lumière que vous avez essayé de capter dans le bon cœur? Je suis frappé en vous entendant citer cette phrase de Jules Michelet, qui est la première phrase par laquelle il commence son histoire de Jeanne d'Arc, sa grande histoire de France. Parce qu'on est le 19 juin aujourd'hui, que hier c'était le 18 juin, on a rappelé l'appel, et on dirait que cette phrase de Michelet, elle s'applique exactement à l'appel du 18 juin. Une situation obscure, une vive lumière. Et d'ailleurs, dans ces propos qui vont suivre, dans le discours du 22 juin, qui est en exergue du bon sens, justement, le général de Gaulle parle
sur les motivations de son action. Il parle, sur ses raisons, il parle du bon sens, lui aussi, le bon sens. Et ça a donné effectivement ce qui est maintenant un diptyque avec d'un côté le bon cœur, qui est l'histoire de Jeanne telle qu'on la connaît, son épopée jusqu'à sa mort, et puis le bon sens, c'était la suite, c'est-à-dire le processus complexe, politique, judiciaire, religieux, qui a conduit à l'annulation de sa condamnation pour hérésie 20 ans après sa mort. Et dans les deux cas, j'ai choisi d'extraire l'expression de Michelet, le bon cœur d'un côté, l'action, et le bon sens de l'autre, c'est-à-dire cette lumière qui permet de voir plus loin que l'événement et de deviner ce qui va suivre. Alors, finalement, Michelet fait appel à la lumière, à la vue, en parlant de Jeanne d'Arc. Vous, finalement, vous êtes peut-être plus sensible au son. Vous parlez du verbe en action, d'une histoire de la parole. Finalement, qu'est-ce qui fait le pouvoir de conviction de Jeanne d'Arc? Comment est-ce que, issue de là où elle vient, elle réussit à convaincre des autorités, des chevaliers, des soldats, le roi? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Elle est totalement démunie. On ne peut pas être plus démunie qu'elle. Elle a 17 ans, c'est une jeune fille, elle n'est même pas mariée, c'est-à-dire qu'elle n'a quasiment pas d'état social, elle ne sait ni lire ni écrire, et elle n'est même pas française, puisqu'elle naît hors du royaume de France, dans le Barrois, dans le duché de Bar, qui est allié au roi de France, mais qui n'est pas la France. Elle n'a aucun atout. Elle a ces révélations qui lui sont faites à l'âge de 12 ans, sur la mission qui lui est donnée par cette vision qu'elle a, ces voix qu'elle entend, et qui lui donne une mission d'aller livrer Orléans. Alors, justement, à propos de ces voix, je sais que Maurice Barrès fait partie des sources d'inspiration. Maurice Barrès, en fait, a étudié le caractère, la psychologie de Jeanne d'Arc à travers ce paysage de la Meuse et où il perçoit cet enfant. Et il dit que finalement, elle a peur de parler de ses voix. Elle garde ce secret pour elle pendant 3 ans. Qu'est-ce qui, pour vous, explique d'une part cette peur, puis le fait de dire j'y vais? C'est une intuition géniale de Barrès. 12 ans, elle est écrasée par des révélations, elle se tait pendant 4 années. Ça signale déjà une force de caractère. Elle ne devient pas folle. Et lorsqu'elle est en âge de se vêtir en homme, d'entrer dans l'action, elle parle. Elle essaie de convaincre son père, qui l'envoie promener, qui la menace de l'acheter dans la Meuse si elle s'en va. Il pense qu'elle veut partir avec les soldats, qu'elle va être prostituée. Elle parvient à convaincre son oncle, et puis ensuite son oncle la conduit au sire de Baudricourt. Elle a beaucoup de mal avec lui, 3 entrevues. Alors, elle est totalement démunie. Qu'est-ce qu'elle a? On peut imaginer qu'elle avait un certain charisme, peut-être une certaine intensité du regard. Vous savez, ce regard qui vous cloue, qui vous pénètre, qu'ont certains hommes dans l'histoire. On parlait du regard de Napoléon, on peut parler aussi du regard de Gaulle. Enfin, il y a des hommes comme ça qui ont cette puissance par le regard. Vous pensez qu'elle avait ça, mais surtout elle avait la parole. Alors, la parole, on en est certain, à cause du procès, où les greffiers ont soigneusement relevé ce qu'elle disait. Et nous voyons que sa parole est puissante, qu'elle est très belle, qu'elle a une force poétique qui est grande et qui a beaucoup impressionné les poètes qui ont lu le procès de Jeanne d'Arc, qui m'a beaucoup impressionné. Elle a la voix, elle a l'art de parler, qui n'est pas une rhétorique. Ce n'est pas une rhétorique. Elle a l'art du mot juste, du mot qui va percer. Et c'est pour ça qu'elle arrive à convaincre le roi et qu'elle convainc une bonne partie de l'entourage du roi. Et puis, surtout,
une bonne partie des soldats, hein, des capitaines de l'armée. Alors, bon, c'est une force de conviction, la voix. Finalement, dans cette épopée qui est celle de Jeanne d'Arc, on est dans le cadre de réflexion sur la stratégie. Est-ce que vous diriez que finalement, Jeanne d'Arc avait une stratégie au-delà des premiers contacts? Je parle là de son parcours militaire, hein. Est-ce que c'est elle qui est l'inspiratrice de la stratégie de ce parcours, ou est-ce que finalement, comme vous l'évoquez dans certains échanges, vous évoquez la notion d'un tremblement permanent, comme si finalement elle n'était pas guidée vers son destin? Alors, ce sont les autres qui tremblent en permanence, qui hésitent face à cette femme. Elle est absolument convaincue, et tout le monde hésite, se demande si elle est folle ou si elle dit la vérité, et qu'il faut la croire. Et d'ailleurs, ça va pas sans mal, hein. Avant que le roi lui confie une mission, aller délivrer Orléans avec une toute petite armée, il l'a fait tester. Elle subit des examens, sa virginité, on vérifie qu'elle est de bonne santé, qu'elle est de bonne mœurs, le roi envoie des moines à Domrémy pour enquêter sur elle, sur sa famille, donc on la teste. Et c'est après ce processus qu'on lui donne cette mission, que le roi l'équipe, lui donne une armure, lui paye des chevaux, lui donne un état-major, etc. Donc il faut bien saisir ça. Elle est convaincue, mais ce sont les autres qui hésitent. On peut parler de stratégie à son propos sur un point. Bon, elle a deux missions. La première, délivrer Orléans. Ça, c'est évident. Il est clair qu'il faut absolument délivrer Orléans, empêcher les Anglais de passer la Loire. Tout le monde est d'accord là-dessus. La deuxième mission, faire sacrer le roi à Reims. Alors là, c'est politique. Et là, c'est très partagé. Dans l'entourage du roi, on pense que c'est très risqué, qu'on va échouer. Et elle arrive, elle maintient sa position. Il faut que le roi se fasse sacrer à Reims. Ça va tout changer, dit-elle. Et effectivement, tout change à partir du moment où le roi est sacré. C'est-à-dire que à ce moment-là, les villes d'Île-de-France, toute la Champagne passe du côté du camp royal. Il y a un impact psychologique considérable. En cela, elle a effectivement une action stratégique. Alors, bon, évidemment, on connaît tous la fin de l'histoire. Finalement, le bon cœur, le bon sens, tout ça, a posteriori, a l'air d'être totalement construit de votre part. Est-ce que, en écrivant le bon cœur, vous pensiez écrire le bon sens? Pas du tout. Pas du tout. Je voulais, au fond, faire un récit d'aujourd'hui, par un homme d'aujourd'hui, de cette histoire extraordinaire qui a été déjà beaucoup racontée. Mais il y avait un certain temps que ça n'avait pas été fait, et puis j'en ai éprouvé le besoin. Donc, un livre ne se pense pas, il s'éprouve comme une nécessité. Quand j'ai dit à mon éditeur que j'allais raconter l'histoire de Jeanne d'Arc, elle levait les bras au ciel, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je sentais qu'il fallait que je le fasse et que je pouvais faire quelque chose qui tienne la route et qu'on puisse publier aujourd'hui. J'ai écrit donc cette épopée de Jeanne, et puis à la fin, j'ai eu l'intuition que je ne pouvais pas finir avec le bûcher. C'était trop banal, trop attendu, etc. Qu'il fallait trouver, qu'il y avait autre chose. Et le autre chose, on en parle peu, mais c'est les greffiers qui ont noté les termes du procès, les termes de Jeanne d'Arc. C'est grâce à eux qu'on connaît cette histoire. C'est grâce à eux qu'on tient cette histoire pour vraie et non pas pour une légende. Elle est absolument vraie. C'est grâce à ces quelques hommes qui prenaient en note. Et donc j'ai voulu terminer sur eux. Et tous ces écrits, à ce moment-là, sont conservés à Rouen. Oui, ils sont conservés à Rouen, à l'archevêché, à la librairie. Ce sont des documents d'église. C'est un procès d'église, des documents d'église, et donc ils sont soigneusement conservés dans les archives de l'archevêché. Ce qui permet, lorsque le roi reprend Rouen près de 20 ans plus tard, eh bien, d'ouvrir les archives et de découvrir les conditions dans lesquelles cette jeune fille a été exécutée. Et les termes du procès. Et là, l'extraordinaire, c'est que le libraire, qui était aussi le greffier qui a noté le procès, eh bien, 20 ans après, il est toujours le libraire de la cathédrale. Et donc, il faut imaginer cet homme
qui reçoit les conseillers du roi qui viennent chercher les textes du procès. C'est ce que j'ai voulu. J'ai imaginé cet homme. Et après, tout a suivi, quoi. Et j'ai le bon sens. Alors, Michel Bernard, finalement, 20 ans plus tard, Charles VII hésite parce que est-il toujours d'actualité de soulever ce vieux dossier de Jeanne d'Arc alors que la période est plutôt à la réconciliation nationale? Est-ce que c'est pas finalement le fait d'ouvrir ce sujet-là, mettre de l'eau sur, enfin non, plutôt réouvrir les plaies? Oui, bien sûr. D'ailleurs, Charles VII, au moment où il entre dans Rouen, qu'il reprend au mois de novembre 1449, promet et octroie l'amnistie générale et l'oubli. C'est très important parce que tous les hommes d'église, l'administration, les services, les collecteurs d'impôts ont travaillé pour les Anglais pendant des années. Et donc, il faut que le roi les exonère de cette collaboration et leur demande simplement de se mettre à son service maintenant. Donc, on efface tout. Alors, évidemment, rouvrir le procès de Jeanne, eh bien, c'est mettre à jour, justement, les collaborations. Il faut imaginer que l'archevêque qui reçoit le roi de France, Charles VII, dans sa cathédrale après la reprise de Rouen, il était juge au procès de Jeanne. Ah, donc, il ne faut pas reparler de Jeanne. La raison d'État, c'est qu'il ne faut pas reparler de Jeanne. Alors, et néanmoins, face à cette raison d'État, comme vous dites, eh bien, enfin, vous décrivez très bien la mobilisation de quelques hommes, des conseillers, un cardinal, qui vont influer auprès du roi, du pape. Finalement, quelle est la motivation de ces hommes à agir? Quel est leur intérêt à agir? Alors, ça, l'histoire ne le sait pas. Hein. On a simplement les actes. On sait que 3 mois après la reprise de Rouen, le roi ordonne, on a la lettre, donne une mission à un de ses collaborateurs, à un de ses conseillers, d'enquêter sur les conditions du procès. Pourquoi il le fait, on ne le sait pas. Vous l'imaginez? On pense, alors on l'imagine. Il y a 2 choses. Il y a la raison d'État que j'évoquais tout à l'heure, et puis il y a la motivation qui est invoquée pour justifier la décision du roi de rouvrir le dossier. Et sa motivation, c'est, eh bien, je ne peux pas avoir été sacré dans la proximité d'une hérétique. Hein. Donc, il faut absolument laver Jeanne de l'accusation et de sa condamnation pour hérésie. Il faut que l'Église défasse ce qu'elle a fait. Hein. Il faut que l'Église défasse la condamnation qu'elle a infligée à cette jeune fille qui était à Montsacre. Ça, c'est la motivation affichée du roi. Mais elle est contradictoire avec la raison d'État que j'évoquais auparavant. À mon sens, et c'est là qu'on part mon livre, la raison d'État domine. Hein. Après tout, il y a eu des rois de France excommuniés, ça les a pas empêchés de gouverner. Hein. Et puis le roi de France vit dans le péché, il a une relation très pragmatique à la religion. En revanche, la raison d'État, elle est essentielle. Ce sont les Bourguignons qui ont vendu Jeanne aux Anglais. Or, les Bourguignons sont devenus les alliés du roi de France et c'est grâce à l'appui des Bourguignons qu'il a pu chasser les Anglais. Donc, il n'est pas question de défaire le réseau d'alliances, il n'est pas question de compromettre la reconstruction du royaume. C'est ça son priorité au roi. Et pourtant, il va ordonner l'ouverture du procès. Pourquoi? Alors, c'est ce que j'essaie d'imaginer, là, c'est la part du romanesque. Eh bien, ce que je pense, c'est que la parole de Jeanne, qui a agi pendant toute son histoire, 20 ans auparavant, elle continue d'agir à cause des archives. Comme par exemple, je parlais du 18 juin tout à l'heure, eh bien, la parole du général de Gaulle, elle continue d'agir sur nous. Et elle continue d'agir puissamment parce qu'il y a la télévision et les enregistrements. Et aujourd'hui, chaque fois qu'apparaît le général de Gaulle à la télévision, chaque fois qu'on l'entend, eh bien, on a l'impression qu'il porte un jugement sur la politique d'aujourd'hui et sur les hommes politiques d'aujourd'hui. C'est très cruel, c'est extrêmement cruel. Et le général de Gaulle et sa parole agissent toujours puissamment, et d'autant plus puissamment qu'il est dégagé des mouvements de la politique quotidienne. Voilà, il est maintenant une figure
comme on dit, iconique. Mais cette figure iconique, elle parle. Eh bien, Jeanne, dans son procès, dans les archives du procès, elle parle. Et donc, ce que j'ai imaginé, c'est que le conseiller du roi, qui, peut-être par curiosité, a ouvert les archives, sans doute par curiosité, parce que il avait 40 ans, Grégoire Bouillet, celui qui a la première mission donnée par le roi. Au moment du procès de Jeanne, il avait 20 ans, il était étudiant à Paris, à la Sorbonne. Et donc, il a entendu parler de cette jeune fille, évidemment. Ça a été un événement considérable dans la France occupée par les Anglais, que le procès de cette fille. Toute la Sorbonne a voulu participer au procès. Donc, ce conseiller, il était étudiant à ce moment-là. Et donc, j'imagine qu'il a eu la curiosité d'aller lire les archives. Et ayant lu, il a été saisi, il a été bouleversé. Et à partir de là, ça ne l'a plus lâché. Il fallait absolument conduire un procès qui permettrait la réhabilitation de cette jeune fille assassinée. Alors, ce que vous décrivez très bien dans votre roman, c'est finalement cet étrange cheminement de Charles VII, en particulier à partir du décès de sa maîtresse Agnès Sorel. Je sais que vous êtes passionné par la peinture et finalement vous faites une analyse assez fascinante du portrait de Jean Fouquet tel qu'on peut le voir au Louvre. Finalement, ce portrait, vous dites, est le reflet de la personnalité et aussi, il porte un secret en lui, ce portrait. Ah oui, il est extrêmement célèbre, il est dans tous les livres d'histoire. D'abord, il est très beau. Hein. Jean Fouquet est vraiment un très grand artiste, un des génies de la peinture. Sans doute le premier génie de la peinture en France. Et ce portrait est étrange, étonnant, parce que c'est un portrait officiel. Le roi a posé pour ce portrait, à l'évidence, et le roi est laid. Et non seulement il est laid, mais les caractères qui apparaissent sur son visage ne sont pas favorables. Il a l'air faucheton, fourbe. On ne ferait pas confiance à cet homme-là si on le croisait. Et c'est pourtant le portrait officiel du roi de France. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même étrange. Voilà une commande officielle et le peintre livre un portrait d'un homme laid et fourbe. C'est très très étrange. Alors on ne sait rien. Hein, on est certain que c'est vient de Charles VII, on est certain que c'est bien Fouquet qui l'a peint, on est certain que c'est une commande officielle, mais on ne sait rien sur la manière dont ça a été reçu. Et donc j'ai imaginé moi tout cela. Gardons le secret pour que les lecteurs le découvrent en lisant votre ouvrage. Finalement, Michel Bernard, avec ce deuxième tome, c'est un splendide livre sur le remords de Charles VII et sur une forme de réparation. Oui, c'est ce que ça aurait pu s'appeler le remords de Charles VII ou un remords de Charles VII. C'est vrai que ça aurait pu être un titre. Voilà, c'est un remords majeur. Hein. Mais vous avez parlé d'Agnès Sorel, de la mort d'Agnès Sorel. Pour moi, pour le romancier que je suis, c'était sans doute peut-être le moment, le ressort, la décision de Charles VII contre la raison d'État. C'est-à-dire que l'histoire nous montre que Agnès Sorel est morte 6 jours avant que le roi signe cette lettre de mission. Donc le roi qui ordonne l'ouverture d'une enquête sur les conditions de la mort de Jeanne d'Arc, cet homme est en grand deuil. Il adorait sa maîtresse, cette femme qui était la plus belle femme du royaume, et il signe la lettre 6 jours seulement après. Il y a une relation. Voilà, il y a une relation. Le roi est un pragmatique, il n'a pas beaucoup d'état d'âme, mais là, on a, comment dirais-je, une faille dans l'âme de cet homme. Et c'est dans cette faille que s'insinue sans doute le conseiller pour le conduire à faire ce qu'il n'avait sans doute pas l'intention de faire, c'est-à-dire réouvrir l'affaire Jeanne d'Arc. Alors, merci Michel Bernard pour cette évocation. Moi, ce que je souhaiterais, parce que c'est aussi la vocation de ces entretiens, mieux connaître finalement le processus créatif de Michel Bernard, écrivain. Quelles sont les conditions que vous réunissez pour écrire, peut-être vos techniques, votre goût de la géographie. C'est vrai que
vos différents ouvrages sont quelque part un guide. On a parfois besoin d'une carte pour suivre les pérégrinations des héros que vous décrivez. Et finalement, vous dites écrire, ce n'est pas long. Le plus long pour moi, c'est de rêvasser. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire finalement comment est-ce que vous, quelle est la genèse d'un de vos ouvrages? Qu'est-ce qui provoque l'étincelle? Et puis comment, de manière très pratique, vous vous mettez au travail? C'est difficile, c'est facile. Voilà. Vie d'un écrivain. D'abord, il faut en éprouver la nécessité, une nécessité profonde. Il faut que le sujet soit profondément en moi, que l'intérêt remonte à très loin et qu'il m'ait accompagné toute ma vie. C'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est là que se forme l'encre avec laquelle on écrit. Ensuite, une fois que le sujet s'est imposé à moi par une nécessité intérieure, eh bien tout simplement, je lis sur mon sujet. C'est-à-dire que je rafraîchis mes connaissances, je les précise, je les étends, et sans idée préconçue. Je sais que c'est en lisant, en me nourrissant d'informations, d'images, en me déplaçant sur les lieux, que les enjeux vont m'apparaître. Parce que je raconte des histoires. Et une histoire, il faut qu'elle ait un enjeu, un début, une fin, des péripéties, quelque chose qui tienne en haleine, quelque chose qui fait qu'on s'intéresse et qu'on arrive à maintenir le niveau d'intérêt. Il faut trouver des enjeux. Donc vous faites tout le parcours de vos personnages, enfin vous déplacez beaucoup sur Pas nécessairement. Généralement, je connais déjà l'endroit. Je visualise. Il m'arrive de me déplacer parce que je ne connais pas l'endroit. Mais c'est assez rare. Généralement, je connais l'endroit. Ça fait partie du processus de maturation. Mais est-ce que vous êtes comme Flaubert qui, pour l'éducation sentimentale, va s'immerger pendant 4 jours dans la forêt juste pour décrire l'odeur de la mousse, parce que la comparaison est volontaire, c'est-à-dire que votre écriture est une écriture classique, très poétique et qui rend toute la réalité du territoire dans lequel elle se déplace. Donc, comment capter tout cela? Alors, c'est déjà en moi. Ce sont des lieux que je connais déjà. Il peut arriver que j'y retourne pour préciser quelque chose, pour raviver une impression. Il se peut aussi que l'histoire me conduise à aller dans un endroit que je ne connaissais pas encore. Mais généralement, ce sont des endroits que je connais. C'est une des conditions pour écrire. Et alors, justement, dans les conditions pour écrire, j'ai noté dans le bon sens, vous faites une description au tout début du personnage qui est Guillaume Manchon. Vous dites « Il était calme, réfléchi, exact et d'humeur égale, qualité nécessaire aux gens appelés à rester assis longtemps sans parler dans un lieu clos. » Est-ce que ce n'est pas la figure de l'écrivain que vous faites? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors lui, c'est un écrivain particulier, c'est un greffier. Mais c'est un écrivain. Moi, j'ai du mal un peu à rester en place. J'ai du sang méridional et il faut que je bouge. Alors justement, comment avez-vous vécu le confinement de ce point de vue-là? Très bien, j'ai un jardin. D'accord. J'ai un jardin là, à 2 pas. Est-ce que beaucoup d'écrivains disent que cette période n'a pas été féconde pour eux du point de vue de l'écriture? Enfin, est-ce que vous, du point de vue de l'écriture, ça a été profitable? À peu près égal. J'ai un petit peu moins écrit parce que je vis seul pendant la semaine, en temps ordinaire. Je suis seul en ce moment. Enfin, j'ai mon fils qui est là. Mais pendant la période de confinement, la famille s'est rapatriée à la maison. Donc, il y avait du monde dans la maison. Et du coup, j'ai un petit peu moins écrit et j'étais moins solitaire. Le confinement m'a rendu moins solitaire que d'ordinaire. Donc, c'est une période pour moi paradoxale, mais en réalité, elle a
pas eu d'influence sur mon écriture. Hein. Alors, pour faire le lien finalement avec le processus créatif, la jeunesse d'une œuvre, bien évidemment, on a envie d'évoquer avec vous votre ouvrage sur Claude Monet, Deux remords de Claude Monet. C'était l'allusion de tout à l'heure. Alors, cet ouvrage, c'est une magnifique évocation du peintre amoureux des jardins qui a connu à la fois la misère, mais aussi la reconnaissance de son vivant, qui a connu l'amitié avec les impressionnistes, avec Frédéric Basile notamment, qui a connu évidemment l'amour avec Camille, cette jeune modèle discrète et attentive. Et puis, vous faites une magnifique description des jours heureux à Argenteuil, cette propriété dans laquelle Monet a commencé à travailler. Alors, finalement, dans cet ouvrage, vous cherchez à percer un mystère. C'est le mystère de la donation des nymphéas à l'État. Quelque part, si je le faisais de manière caricaturale, on pourrait dire que l'ouvrage est un thriller qui vise à donner à cette donation son explication, ou plutôt les conditions de cette donation. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu l'étrangeté de ce Monet vieillissant qui, à travers cette donation, cherche à rattraper quelque chose de son temps passé? Oui, alors c'est une donation qu'il fait sous l'influence de Clémenceau, qui est devenu son grand ami bien avant la guerre, hein, dès le début des années 90. D'ailleurs, ils se sont connus même sous le Second Empire. Hein. Ils étaient étudiants, ils se fréquentaient, ils se sont rencontrés à cette époque. Enfin, ils sont devenus très amis à partir de la fin des années 1880, début des années 1890. Et c'est en 1918, 2 ou 3 jours après le 11 novembre, que Monet écrit à Clémenceau qu'il fait don à l'État. Là, on voit la marque de Clémenceau. Il fait don à l'État des nymphéas. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un petit tableau, 2-3 tableaux, 3-4 tableaux. C'est 10 années de travail pour Claude Monet. Et pour lui, le sommet, sans doute, de ce qu'il a fait. Et il fait c'est un don gratuit. Alors, pas tout à fait gratuit, hein, puisqu'il a beaucoup de mal à se séparer des nymphéas, il continue à travailler dessus, il finit même d'ailleurs par se fâcher avec Clémenceau, ils vont se réconcilier très vite, mais il a du mal à lâcher ses nymphéas. Et d'ailleurs, il ne les donnera, c'est-à-dire qu'ils ne partiront à l'État définitivement que 6 mois avant sa mort. Comme d'ailleurs, et c'est sans doute l'intuition qu'il avait, le départ des nymphéas, la fin des nymphéas a signé la fin du peintre Claude Monet, la fin de Claude Monet. Et ça a été le cas. Mais au début des années 20, il a fait mettre un codicille au contrat qu'il a passé avec l'État. Hein. Les termes du contrat, c'était je donne les nymphéas, mais l'État les présente au public dans des conditions que j'indique. Et il a fait rajouter un codicille curieux, dans lequel il demande que l'État lui achète un tableau et l'installe au Louvre. Et ce tableau, c'est Femmes au jardin. C'est un tableau qu'il avait peint en 1865 et qui représente 4 femmes. Et ces femmes représentent, chacune d'entre elles représente, enfin 3 d'entre elles représentent sa première femme, Camille. Et donc il conditionne le don des nymphéas à l'achat par l'État du portrait de Camille, sa première femme qui était morte à l'âge de 32 ans d'un cancer, extrêmement douloureusement, alors qu'ils étaient totalement démunis matériellement. Et 40 ans après, Monet se souvient d'elle et fait en sorte que le portrait de cette jeune femme, qui était très belle, entre au Louvre. Hein. Ce qui était une chose exceptionnelle, parce que l'art moderne n'entrait pas au Louvre. Mais là, c'était Monet, il était à la fin de sa vie, il avait le soutien de Clémenceau, le tableau est effectivement entré au Louvre. Alors, on pourrait en parler des heures, effectivement. Vous avez des pages splendides sur ces jours heureux, notamment à Argenteuil avec Camille, sur finalement la fugacité du temps et puis sur l'amour du jardin. Amour du jardin qui, bien évidemment, va totalement se répandre, se développer à Giverny, que tout le monde connaît.
mais pourriez-vous nous évoquer un petit peu ce rapport de Monet à la nature qui est si important dans son rapport aussi à l'œuvre et à la peinture? Essentiel, absolument essentiel. Et d'ailleurs pour nous aussi, hein, vous voyez, là, maintenant je suis très sombre, c'est parce qu'il y a un nuage qui vient de passer là sur le Barrois et qui masque le soleil. On vit de ça. Et au fond, c'est la seule chose qui compte. Hein, la nature, le monde, le ciel, le soleil. C'est la seule chose qui compte. Monet en avait une conscience aiguë. C'est ça qui me fascine chez ce peintre. C'est un peintre génial, un des plus grands peintres de son époque, sans doute le plus grand. Il en a conscience, il a hautement conscience de sa valeur, et à la fin de sa vie, il dit « Ma grande œuvre, c'est mon jardin ». C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pas cet acte, non pas, oui, c'est un acte de modestie, un acte d'humilité, parce que Monet le dit, la grandeur, la vraie beauté, la beauté absolue, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder le ciel. Voilà, elle est là. Et le peintre ne fait que la capter, ne fait que la transmettre, ne fait qu'en capter le reflet. Il est très en dessous. Voilà ce que nous dit le plus grand peintre de la fin du 19e siècle, nous dit, eh bien, je ne suis rien à côté de celui qui a fait tout ça. Monet n'est pas croyant, il est agnostique. Mais il y a un sentiment chez lui, spirituel, très profond, qu'il capte dans sa relation à la beauté des choses. C'est ça qui m'a. C'est pour ça que j'ai écrit sur Claude Monet. J'ai trouvé cet enjeu des deux remords, mais ce qui m'intéressait, c'était la relation de ce peintre génial avec le monde, avec la beauté du monde. Alors justement, Michel Bernard, quasiment toute votre œuvre croise les chemins du Barrois, de la Meuse, de la nature aussi. Maurice Barrès parlait des lieux inspirés. Aimé Césaire, dans son cahier d'un retour au pays natal, est lyrique autour de cette terre des origines. Pourriez-vous nous dire, Michel Bernard, ce que représente pour vous cette terre natale du Barrois? Eh bien, je l'aime parce qu'elle est très ordinaire et très banale. C'est un pays de forêts, de vallées, de coteaux. C'est une terre plutôt agricole, des rivières, absolument banales, tout à fait normales et très beau. Voilà. Si j'étais né ailleurs, j'aimerais l'ailleurs où je suis né. Si j'étais né en Afrique, j'aimerais l'Afrique. Si j'étais né en Provence, j'aimerais la Provence. Si j'étais né au pôle Nord, j'aimerais le pôle Nord. Je crois que, d'ailleurs, on a ce mot en français, éprouver un attachement pour quelqu'un, éprouver un attachement pour quelque chose. Il faut prendre des choses au sens littéral. Le lieu où l'on est, c'est surtout le lieu où l'on grandit. Je suis né à Bar-le-Duc, mais c'était quasiment un accident. Mon père était militaire, était méridional. Et ce qui m'a attaché au Barrois, c'est que je revenais ici, ma mère est d'ici, et je revenais ici quand j'étais enfant pour les vacances chez mes grands-parents. Et donc le sentiment de la nature, je l'ai pris dans le jardin de mon grand-père, qui était très vaste sur un des coteaux de Bar-le-Duc. Il ne m'a jamais quitté, et lorsque je pense à un arbre, je pense à un arbre de ce parc. Mais j'ai clairement le sentiment que si j'étais né en Afrique, mon arbre, ce serait le baobab. Si j'étais né au Japon, ce serait les cerisiers en fleurs. Je suis né dans le Barrois, j'y ai grandi, c'est là que j'ai pris le sentiment de la nature, je suis attaché ici. Et ce qui compte, c'est d'avoir un attachement. Et un attachement à ce qui vous entoure, dans lequel le moi peut se diluer ou exister pleinement comme moi, c'est-à-dire en se remplissant du monde. Le véritable ego, et la manière de faire éclater son ego, c'est de se remplir du monde, de se remplir de l'amour du monde. C'est pour ça que Monet est très grand. Voilà, il est rempli de l'amour du monde. Et finalement, bon, évidemment, j'ai fait le lien entre entre ces trois ouvrages, Jeanne d'Arc d'une part et puis Claude Monet d'autre part.
en les reliant par cette notion de remords. Finalement, n'ayant pas eu encore le temps de lire vos autres ouvrages, je ne sais pas si c'est un trait commun de vos approches littéraires que d'avoir ce regard rétrospectif où le personnage principal, finalement, saisit l'occasion, à un moment donné, de rattraper les erreurs de sa vie. Est-ce que c'est un trait commun à vos personnages? Ah, les erreurs. Euh, je pense qu'on peut avoir des remords sans avoir fait d'erreur. Je pense que je suis catholique, donc j'ai grandi dans cette notion du péché qui, je pense, est saine. Hein, avoir la notion du péché, c'est s'empêcher de faire le mal. C'est très sain. Mais comment dirais-je, nous ne sommes faits que de passé, nous ne sommes que du passé. Hein. L'instant que nous vivons est immédiatement passé. L'avenir n'existe pas. On essaie de le deviner pour guider nos actes du présent, mais il n'existe pas. En revanche, le passé est puissant, nous remplit. Un être qui marche, c'est un être qui marche avec son passé. Rien de... et le remords, c'est la manière dont le passé vous mord. Vous êtes sûr d'avoir un passé si vous avez un remords. Et si vous avez un remords, c'est que vous avez en vous, comment dirais-je, de l'honnêteté, de la vérité. Les gens qui mentent n'ont pas de remords. Merci pour ces... Le remords, c'est la vérité en vous. Voilà. Je sais que vous êtes très attaché effectivement à cette notion de vérité et d'ailleurs ça se retrouve beaucoup dans la façon dont vous écrivez sur les personnages et puis sur les territoires, ce souci de la langue juste et précise, effectivement il s'incarne beaucoup dans votre façon d'écrire. On arrive au terme de cet entretien, Michel Bernard, et on a pour coutume de demander aux auteurs, aux penseurs que nous rencontrons, d'évoquer soit un objet, soit un ouvrage qui soit une forme de Madeleine de Proust ou d'évocation des sujets évoqués. Donc, quel est l'objet ou l'ouvrage que vous avez choisi, Michel Bernard, pour aujourd'hui? Alors, c'est un livre auquel je suis très, très attaché. C'est le tableau de la géographie de la France de Paul Vidal de Lablache. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? C'est un manuel? Alors, c'est le premier tome de l'histoire de France de Lavis. Hein, la célèbre histoire de France de Lavis. Le premier tome, c'est le tableau de la géographie de la France de Paul Vidal de Lablache, très grand géographe, quasiment l'inventeur de la géographie en France à la fin du XIXe siècle. J'ai acheté ce livre il y a un peu plus de 30 ans. Il ne me quitte jamais. Je le consulte très régulièrement. Je le consulte quand j'écris sur un lieu géographique. Je le consulte aussi lorsque je pars en vacances ou quand je me rends dans un lieu que je ne connais pas. Je vais voir ce qu'écrit Vidal de Lablache dessus. C'est un long poème en prose sur la géographie de la France. Ce que j'aime, vous le dites, c'est que c'est à la fois un ouvrage scientifique. Paul Vidal de Lablache est un grand savant et en même temps, c'est un ouvrage puissamment poétique. Je pense que la poésie dit la vérité. Et je pense que la vérité, si elle est bien dite, est de nature poétique. La connaissance, si elle est bien exprimée, est de nature poétique. Et la poésie est la connaissance absolue. De même que la peinture telle que la pratiquait Monet était la connaissance absolue. Ce livre rassemble les deux choses. De manière générale, d'ailleurs, j'aime beaucoup les textes non littéraires ou hors champ littéraire, mais avec une puissance d'écriture qui en font des œuvres littéraires. C'est par exemple les souvenirs d'un entomologiste de Fabre, hein, une merveille de littérature, et c'est pourtant un ouvrage scientifique et passionnant. Flammarion, par exemple, ses livres sur le ciel, tout ça a été écrit d'ailleurs à la fin du XIXe siècle. C'est une période que j'aime beaucoup. On a une qualité d'expression en français
qui est remarquable et qui en même temps contient la connaissance. C'est-à-dire qu'on n'avait pas dissocié la qualité d'écrire, la qualité d'expression et la connaissance. Et je pense que notre peuple souffre de cela. C'est un véritable problème que les universitaires aient, pour un certain nombre d'entre eux, une maîtrise de la langue qui se soit affaiblie par rapport à leurs prédécesseurs. C'est là où on rejoint Jules Michelet et de l'histoire de France, et particulièrement le Jules Michelet sur le tome dédié à Jeanne d'Arc, où effectivement l'art de la littérature rejoint l'art de la connaissance et un souhait de vérité. Merci beaucoup Michel Bernard pour cet échange. J'espère qu'il donnera envie à de nombreux lecteurs de mieux connaître votre œuvre. Nous n'avons évoqué que 2 ouvrages et vous en avez écrit une quinzaine. Donc, autant d'incitations à mieux connaître notre histoire, notre géographie et une œuvre où le sens de l'écriture et de la poésie est très important. Merci Michel Bernard. Merci à vous.